Et on va ouvrir ce grand angle avec cette histoire digne d'un conte de fées. Jean-Marie était dans la rue depuis bientôt 2 décennies, jusqu'à il y a 6 mois. Il faisait la manche sur l'avenue Montaigne à Paris. Un soir, il tombe nez à nez avec l'ex-président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Et là, sa vie a basculé. La suite de l'histoire dans ce reportage. Le voiturier de chez Chanel est devenu un ami, tout comme la plupart de ceux des autres boutiques de luxe de ce quartier chic de la capitale. Il y a 6 mois encore, Jean-Marie Rougol faisait la manche ici, dans son petit endroit, comme il dit, où il avait réussi à séduire nombre de riverains. J'avais le gobelet, puis je parlais aux gens. Je sortais de l'humour, toujours des petites blagues, voilà. Puis bon, après moi j'ai eu mes habitués. J'ai vu tous les jours. Voilà. Et ça me fait plaisir de ne plus le voir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bah, ça fait un bout de temps que je ne suis plus revenu. Voilà, c'est ça. Et je suis ravie pour toi. Après 28 années de rue, Jean-Marie a cessé de faire la manche 7 jours sur 7 pour se payer une nuit d'hôtel et de quoi manger. Un changement de vie qu'il doit à sa rencontre avec celui qu'il appelle désormais « mon ange ». Allô, monsieur Debré ? Jean-Marie a croisé Jean-Louis Debré un soir en haut des Champs-Élysées. Il a proposé au président du Conseil constitutionnel de lui garder son vélo le temps de faire une course. Les deux hommes ont sympathisé sous le regard désapprobateur d'un couple s'étonnant à voix haute de voir Jean-Louis Debré parler à un clodo. Je me suis dit 2 choses. Une, où je vais le voir et je lui fous une baffe. C'est pas bien. Ou alors, je vais raconter l'histoire de Jean-Marie et il verra que cette histoire est bien plus intéressante que la sienne. L'histoire sortira sous la forme d'un livre rédigé à 4 mains, devenu un succès d'édition. Près de 40 000 exemplaires vendus et des traductions en chinois, en coréen et en tchèque. Avec ses droits d'auteur, Jean-Marie s'est loué un petit appartement où il vit depuis 6 mois une vie enfin normale. Ça fait drôle parce que tu te dis tu es vraiment chez toi, tu commences à avoir des clés, tu viens indépendant. Tu dis au moins, tiens, je réinsère la vie active. Que quand tu es dans la rue, tu as l'impression que tu n'es plus rien, tu comptes plus, tu es oublié. Pas question d'oublier son passé pour autant. Une amie lui a d'ailleurs fabriqué une carte de Paris retraçant tout son itinéraire avec ses lieux de manche épinglés. Il ne faut pas oublier tous les endroits que tu as fait. Ton âge qui a monté, j'ai commencé tout jeune et ça me rappelle les souvenirs où aussi mes amis qui sont partis, des gens de la rue qui sont décédés. Pressé par son ange gardien, Jean-Marie sait qu'il lui reste maintenant à trouver un travail, mais lui préfère pour le moment noircir les pages d'un nouveau cahier pour y raconter sa vie d'après et peut-être même un roman policier dans lequel la rue ne sera jamais bien loin. Une belle histoire. Aller vers l'autre pour demander de l'aide, c'est parfois un passage difficile pour des milliers de sans-abri qui n'osent pas, peut-être par peur d'être jugés. L'association Carillon a décidé de les aider en réunissant des commerçants qui acceptent de mettre à leur disposition différents services. Andrea Benisti, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter l'activité de cette association. Comment ça marche? Il suffit de rentrer dans un magasin pour avoir accès à ces services? Alors, oui, c'est possible, mais le plus souvent, les membres de l'association qui viennent à la rencontre des sans-abri et leur exposent l'activité de leur association et leur fournissent des bons. Ce sont des petits bouts de carton sur lesquels figurent les horaires et les adresses des commerces membres de l'association. Et ces établissements sont reconnaissables grâce à des petits stickers qu'ils mettent sur leur devanture. Alors ça peut être une boulangerie, une bijouterie ou encore une pharmacie. Et chaque commerce peut y adhérer. En dessous du logo Le Carillon, il y a des iconographies qui sont des services proposés aux sans-abri. Ça peut être par exemple la distribution d'un repas ou d'une boisson chaude ou encore la possibilité d'accéder aux sanitaires ou de charger son téléphone. Et ça fait une grande différence pour les sans-abri qui se présentent dans les commerces par exemple, comme cette pâtisserie portugaise qui est devenue membre de l'association depuis peu. Je vous propose d'écouter l'une de ses propriétaires. C'est un échange qu'on donnait déjà, mais là du coup c'est encore mieux. Parce qu'eux, ils sont au courant, ils viennent avec leurs petits bons et c'est plus naturel pour eux. Pour les toilettes, c'est déjà difficile. Moi, je me suis fait rembarrer plusieurs fois par des commerçants. Horrible, quoi. Horrible. Et cette initiative, Andrea, qui commence à séduire de plus en plus les commerçants, ils sont maintenant 200 à s'être ralliés à cette cause. Est-ce que l'association a du mal à convaincre ?
Eh bien, au début, en tout cas, c'était un petit peu difficile parce que c'est toujours un petit peu compliqué pour les commerçants réticents d'adopter ce nouveau concept. Mais finalement, beaucoup d'entre eux se sont rendus compte que le carillon, finalement, c'était un prétexte pour créer du lien, pour lutter contre l'isolement des personnes vulnérables. Et parfois, maintenant, les sans-abri, lorsqu'ils se rendent dans ces commerces, ils viennent parfois simplement pour discuter. Et l'association, lorsqu'elle a été créée, souhaitait justement avoir cet engouement de la part des commerçants et aussi cette notion de proximité avec les sans-abri, comme nous l'explique un de ses fondateurs. Au départ, c'était un commerçant sur 10 qui acceptait de rentrer dans le réseau. Donc ça fait quand même 9 sur 10 qui refusent. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 sur 4 parce qu'il y a des choses qui rassurent. Et le pari, c'est de leur dire, ben non, accueillir des sans-abri chez vous, ça ne va pas vous faire perdre des clients, voire même, au contraire, ça va peut-être vous en faire gagner. Le jour où je pense que le pari sera gagné, c'est la personne, elle rentre, on s'appelle par nos prénoms et elle n'a aucune hésitation à rentrer, même s'il y a du monde, des fois on est gêné, voilà, c'est l'objectif. Voilà Valérie. Alors l'association Le Carillon au slogan Chacun pour tous est basée dans le 10e arrondissement de Paris et le réseau va être étendu dans des villes comme Lyon, Nantes ou encore Marseille et près de 150 autres municipalités sont encore séduites par l'idée. Bravo pour cette bonne idée. Et à Lisbonne aussi, au Portugal, tout est fait pour tenter d'améliorer le quotidien des sans-abri. Ainsi, une douzaine de casiers de rangement a été installés au centre de la capitale portugaise. Un service opérationnel 24 heures sur 24 qui facilite grandement la vie des sans-domicile fixe. On regarde. Ce sont de grandes armoires métalliques jaunes que l'on croise dans les rues de Lisbonne. Ici, on les appelle les casiers solidaires. Ils sont accessibles 24 heures sur 24 par les sans-domicile fixe de la capitale portugaise. Un endroit rien qu'à eux où ils peuvent stocker leurs affaires en toute sécurité. Jorge Martins a 49 ans et vit dans la rue depuis 3 ans, après avoir perdu son travail et son logement. Là, vous avez de la nourriture, des pulls, mes chaussettes lavées, des habits propres si jamais je dois aller travailler. Car il faut toujours être présentable. Et ici, je range d'autres trucs comme des biscuits, des fruits. C'est vraiment une solution d'une grande aide pour nous. Ce matin, Georges a rendez-vous pour une petite évaluation avec une responsable de l'association AK, à l'origine de ce projet de casier, car cela fait seulement 15 jours qu'il s'est vu attribuer le sien. Êtes-vous satisfait de votre casier? Une note de 0 à 5. 5. Vous pensez qu'il est adapté à vos besoins quotidiens? Il manque juste une chambre, un salon et une cuisine. Le placard, c'est bon, je l'ai déjà. Pour nous, ces casiers sont une étape entre la rue et la perspective d'une vie meilleure, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Ce que nous voulons avant tout, c'est que leur vie soit améliorée. Les bénéficiaires de cette consigne solidaire doivent s'engager à rester en lien avec le personnel de l'association. Un contact régulier qui crée un rapport de confiance et permet ainsi d'aider ces sans-abri à obtenir des papiers, un accès aux soins et aux aides publiques ou même un logement. La crise qu'a traversé le pays a fait grimper le nombre de SDF. Au dernier recensement, ils étaient 800, comme Georges, à dormir dans les rues de Lisbonne. À ce jour, 24 casiers solidaires ont été installés à Lisbonne, financés à la fois par la mairie et par des dons à l'association. 36 autres doivent l'être l'année prochaine. Et si généralement les touristes optent pour des visites confortables de palais impériaux ou de musées de la capitale, à Vienne, il est désormais possible de découvrir la ville sous un autre regard, de manière plutôt insolite. Julie Beau, racontez-nous. Oui Valérie, aujourd'hui il est désormais possible de visiter une ville à travers le regard des SDF. Chaque année à Vienne, ce sont près de 4300 personnes qui se retrouvent sans domicile fixe. Face à ce constat, une jeune entreprise autrichienne a inventé une façon originale de faire découvrir ces villes en invitant un SDF à parler de son quartier selon son point de vue. La formule consiste à proposer des visites guidées de 2h30, des visites insolites, confiées à des sans-domicile qui vont endosser le rôle de guide touristique. Ils vont donc faire visiter des refuges ou encore des soupes populaires qu'ils fréquentent. Et c'est notamment le cas de Barbara, cette femme sans-abri, également guide touristique, qui a pour objectif d'offrir un autre regard sur la capitale autrichienne. On regarde. Shades Tour a pour but de fournir une information claire sur le problème des sans-abri à Vienne, pas sur la base d'opinions personnelles, mais de chiffres et faits concrets. Nous voulons aussi réduire le fossé entre les sans-abri et les habitants de Vienne. Donc, de permettre une conversation avec eux ou de permettre aux citoyens de décider quand ils le souhaitent et le peuvent de s'impliquer.
Mais Julie, quel est l'intérêt, quel est l'objectif de ces vacances un peu spéciales quand même, hein? Oui, le but de ces tours guidés vise à sensibiliser le public face à ce problème des sans-abri, à combattre la stigmatisation et surtout les sortir de l'isolement en leur proposant cet emploi. Donc en créant de l'emploi, ils vont devenir guides touristiques et vont pouvoir de cette manière-là s'intégrer durablement au marché du travail. Alors jusqu'à maintenant, 4 sans-abri ont été formés pour offrir ces visites originales. L'entreprise, quant à elle, se finance exclusivement à travers le tarif de 150 € fixé pour un groupe de 10 personnes. Alors il s'agit là d'un projet humaniste qui sort des sentiers battus, qui plaît et qui permet une réelle prise de conscience, comme l'évoque cette touriste. On écoute. Évoquer les raisons de leur situation de sans-abri, je réalise que c'est quelque chose qui peut arriver facilement à des gens comme nous. Tu perds ton travail et de fil en aiguille, tu te retrouves sans abri. Et cela rend le problème très réel pour moi. Alors, il est important de préciser que si ce projet fonctionne à Vienne, il a été repris et développé à Paris, à Barcelone et à Berlin. Merci Julie, merci Andrea. Et au Nigeria, les autorités ont lancé un grand plan d'urbanisme pour moderniser la capitale Lagos. Résultat, les habitants des bidonvilles sont menacés d'expulsion et pourraient être abandonnés à leur sort. Toutes les explications dans ce reportage. La vie d'expulsion est tombée à la dernière minute. Quelques heures après, les bulldozers ont envahi ce bidonville de Lagos. Après leur passage, il ne reste plus rien. Les habitants ont tout perdu. Rien, nulle part où dormir. On reste dehors, on dort dehors. Aidez-nous pour que le gouvernement voit comment ils ont démoli ce que l'on avait construit avec notre argent. Ils étaient près de 30 000 à vivre depuis un siècle dans cette communauté nichée au bord de la lagune, essentiellement constituée de pêcheurs. Mais au fil des années, le boom démographique de la plus grande ville d'Afrique subsaharienne a fini par modifier la répartition de ses habitants. Les plus aisés s'offrent des logements dans les nouveaux quartiers UP. Les plus pauvres sont chassés. Quand le boom immobilier est arrivé, ils ont voulu nous expulser pour vendre le terrain à des hommes riches. Nous n'avons pas les moyens de construire des gratte-ciel et des immeubles. Mais ce n'est pas une raison pour que les pauvres ne puissent pas vivre à côté des riches. L'expulsion a été particulièrement violente. Certains habitants ont été attaqués à l'arme blanche et au moins 3 personnes auraient été tuées. L'État de Lagos n'a proposé aucune solution de relogement et a nié être impliqué dans la démolition du bidonville. C'est une pratique de l'âge de pierre. Ce n'est pas conventionnel et nous prétendons être dans la ville de l'excellence. C'est inhumain. Les projets d'aménagement urbain fleurissent à Lagos pour faire face à la démographie galopante de la ville. Par conséquent, d'autres bidonvilles sont aujourd'hui menacées sous la pression des promoteurs, comme l'immense cité lacustre de Makoko et ses 250 000 habitants. Et c'est l'heure du journal du sport.